اليوم سعادة السفير André Parent, l'ambassadeur de France en Tunisie. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour Myriam Pelkadi, bonjour à vos auditrices et auditeurs et merci de m'accueillir aujourd'hui Merci dans votre émission. d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai mis dans une ambiance de foot et de sport avec cette chanson. On en parlera, on en dira un petit mot tout à l'heure. Mais là on va parler essentiellement sommet, on va parler francophonie entre la COP27 et le mondial de foot justement. C'est tenu ce sommet de la francophonie qui a créé l'événement à Djerba, on va dire d'habitude très calme. Donc Djerba était en effervescence grâce au sommet. Absolument, écoutez, j'en reviens et effectivement j'ai pu constater cette effervescence. Moi je voudrais dire, je pense que c'est un grand succès. D'abord c'est un succès politique, c'est un succès sur le plan de la relation bilatérale franco-tunisienne. C'est un succès populaire aussi à travers l'association de la population de Djerba, mais pas uniquement de Djerba à l'événement, à travers le village de la francophonie. Et puis je crois que c'est un succès pour la Tunisie et pour les Tunisiens. Ouais, ça c'est important. Alors surtout, succès, oui. ouais. Alors succès politique. Oui. Comment peut-on, parce que si on fait le bilan du sommet, vous venez de citer les trois volets, les trois aspects politiques, populaires, succès bilatéral, on va dire, on va l'expliquer tout à l'heure avec cet accord qui a été signé entre la France et la Tunisie. Votre bilan, vous pourrez dire il est très positif. D'abord, c'était un sommet de la francophonie. Déjà. Donc du point de vue de l'OIF, je pense que ça a été un bon sommet. Comme vous le savez, il n'y avait pas eu de sommet de la francophonie depuis le sommet d'Erevan en 2018 pour des raisons diverses. Donc, notamment sanitaires. Il était notamment sanitaire, principalement sanitaire. Donc il était temps que la famille francophone se retrouve et ces retrouvailles lui ont permis d'abord de célébrer bien entendu son attachement à cette langue française que nous avons en partage et aux valeurs qu'elle véhicule. Ça a permis également de montrer qu'en dépit des tentatives de certains vous savez que le monde est actuellement très, très fracturé, le multilatéralisme est remis en cause et par un certain nombre de forces ou de pays. Et donc ça a permis de montrer que malgré tout ça, pays du Nord et pays du Sud étaient capables de se retrouver et de se rejoindre pour exprimer des positions fortes sur un certain nombre des grands sujets du moment, qu'il s'agisse des crises politiques, comme celle provoquée par l'agression russe contre l'Ukraine et ses conséquences, qu'il s'agisse des grands enjeux globaux comme la question du climat ou la question de l'égalité homme-femme, ou encore qu'il s'agisse de questions qui sont importantes comme le numérique et la manière dont on peut mieux l'utiliser au sein de l'espace francophone. Qui ont été au cœur des débats. Donc dans cette ambiance mondiale, essentiellement, vous n'avez pas cité cette guerre russo-ukrainienne, faire qu'un sommet comme cela réussisse, c'est important. Voilà, c'était important, puis de montrer que, encore une fois, par-delà les divisions et les fractures que d'aucuns cherchent à accentuer, à élargir, il y a des enceintes comme l'OIF où des pays du Nord, du Sud, venus des pays des 5 continents sont capables de se retrouver et d'exprimer sur des sujets comme celui-ci des positions fortes. Donc c'était important. Et puis dernier point, vous savez que l'OIF fêtait il y a 2 ans ses 50 ans, mais c'était en fait le sommet de Djerba était le sommet du cinquantenaire. Oui, tout à fait. Et donc 50 ans, c'est le moment pour réfléchir un petit peu à son fonctionnement, à son organisation. Et donc sur la base de propositions faites par la secrétaire générale de l'OIF, ça a été aussi l'occasion d'adopter une réforme des institutions qui touche notamment la question des adhésions. Oui. Et donc, voilà. Donc parce ça va qu'on permettre... reproche un petit peu à la francophonie son manque de dynamisme. Ça refond une véritable réflexion aujourd'hui sur donc l'OIF et la francophonie. Voilà, je pense que la réforme d'institutions qui a été initiée par Mme Mushikiwabo et dont les principes ont été adoptés à Djerba devrait permettre à l'OIF, qui se tiendra son prochain sommet en 2024 à Villers-Cotterêts, à côté de Paris. Le président Macron a même expliqué pourquoi le choix de cette ville. Villers-Cotterêts, c'est là où a été adopté l'édit de Villers-Cotterêts sous François Ier, qui a fait de la langue française la langue de la France, en fait. Vous savez que la France, il y a beaucoup de langues régionales. Mais le français s'est imposé comme langue nationale à ce moment-là, par la volonté du roi François Ier. Et puis, voilà, donc c'est un lieu important. Et d'ailleurs, ce sommet aura dans le cœur de son projet, comme l'a expliqué le président français, c'est la jeunesse.
Donc Absolument. ça va essentiellement ancré sur la jeunesse. C'était déjà le cas à Djerba. Il y avait beaucoup de jeunes. Non, ce que je veux dire aussi, c'est que du point de vue politique, le sommet de Djerba était une réussite, dans la mesure où il y avait une participation tout à fait comparable à celle des sommets précédents. Du côté français, donc le président de la République française y a participé, accompagné la ministre des Affaires étrangères. Voilà. Avec, donc tout ça, je crois, est extrêmement positif d'un point de vue politique. Maintenant, sur le plan des relations bilatérales franco-tunisiennes, on a eu une très belle séquence. Puisque à la fois nous avons eu un long entretien entre les deux chefs d'État. Il y a eu également la signature d'accords. Évidemment, cet accord qui était en marge du sommet. Est-ce qu'on peut dire que la signature de ce nouveau prêt de 200 millions d'euros octroyé par la France à la Tunisie peut être considérée comme un des moments forts de du ce point de vue sommet bilatéral, sans aucun doute. Mais il y a eu 2 accords de signés. Alors je vais parler d'abord du premier, qui est cette convention de financement. Qui concerne un prêt de 200 millions d'euros, financé mis en place par l'AFD, dont le décaissement interviendra dès que la Tunisie aura conclu définitivement son accord avec le FMI. C'est un prêt dont le montant servira à appuyer les réformes que la Tunisie mettra en œuvre dans le cadre, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord avec le FMI, et accompagner notamment le volet social de ces réformes. On sait que ces réformes vont être difficiles, qu'elles auront un impact social, et que donc l'objectif, c'est d'atténuer au maximum cet impact social, et les sommes mises en place à travers ce prêt serviront notamment à financer le volet social. Il y aura d'autres contributions, bien entendu, mais cette contribution d'autres partenaires financiers bilatéraux ou multilatéraux. Mais s'agissant de ces 200 millions mis en place par la France à travers l'AFD, ils serviront notamment à accompagner le volet social des réformes. Voilà, qui s'annonce, comme on le sait tous, assez difficile. Voilà. D'ailleurs, oui, allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un deuxième accord qui a été, un deuxième texte qui a été signé, qui est une déclaration d'intention par laquelle la France et l'Union européenne s'engagent à mettre en œuvre dans les mois qui viennent, ça sera la rentrée 2023, un plan d'appui au renforcement de l'enseignement du français dans l'enseignement public tunisien. C'est un plan d'action que nous avons élaboré de façon étroitement concertée avec le ministère de l'Éducation tunisien, part du constat que l'une des causes du déclin du français en Tunisie tient à la baisse de la qualité de l'enseignement du français ou en français dans l'enseignement public tunisien. Donc il y a un gros effort à faire, notamment en matière de formation des enseignants. Donc le ministre Selaouti était bien conscient du problème, nous a contactés et nos équipes ont travaillé ensemble pour élaborer ce plan d'action dont le financement sera assuré en partie par l'AFD et en partie par l'Union européenne à partir de la rentrée prochaine. Donc on doit s'attendre à un renforcement de l'apprentissage de la langue française, qui a été d'ailleurs rappelé par le président Emmanuel Macron. Je rappelle encore une fois dans son interview qui a duré 20 minutes, mais où il a dit beaucoup de choses avec la chaîne TV5, où il a lui-même donc parlé du recul pris par l'enseignement et par la présence du français en tant que langue dans le continent africain, surtout le continent africain. Oui, alors avec des situations très contrastées d'un pays à l'autre, mais c'est vrai qu'en Tunisie, on constate un recul de la maîtrise du français, notamment parmi les jeunes, et une des causes, je vous dis, tient à la baisse, semble-t-il, de la qualité de l'enseignement du français, ou en français, parce que le français est langue d'enseignement dans l'enseignement public tunisien. Tout à fait. Donc si les matières qui sont censées être enseignées en français le sont dans un mauvais français, ça j'imagine qu'il y a tout un l'apprentissage de ces disciplines par les étudiants. Donc on imagine qu'il y a tout un programme qui sera réalisé conjointement avec le ministère de l'enseignement. C'est ça, on a élaboré ce programme d'action et il va être mis en œuvre à travers des financements mis en place par l'AFD d'un côté et l'Union européenne de l'autre, à partir de la rentrée prochaine. Toujours sur le volet bilatéral, je voulais dire que nous avons également saisi l'occasion de ce sommet de la francophonie et de la présence de nos autorités à Djerba pour inaugurer d'abord le centre ELIF. Alors bon, il n'est pas entièrement financé par la France, mais l'AFD participe au financement de ces centres.
C'est un projet qui est porté, comme vous le savez, par la Fondation Tunisie pour le développement et qui consiste en la création d'un certain nombre de centres de formation au métier du numérique. C'est le 4e, il me semble, le centre. C'est le 4e, effectivement. De Djerba. Il y a eu Siliana, je crois, ensuite Béja, ensuite le KEF. Exactement. Et donc maintenant Djerba, mais ça va se poursuivre et d'autres centres vont être créés à travers le territoire tunisien, notamment au bénéfice des jeunes dans les régions un peu reculées du pays. Donc c'est un très beau projet auquel la France est très heureuse de participer à travers le financement de l'AFD, aux côtés notamment de l'Union européenne, là encore. Et la société civile. Avec le thème de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'employabilité des jeunes, est un thème qui est constitue l'une des priorités de l'action de coopération de la France en Tunisie. Il y a eu l'inauguration d'un lycée également à Djerba. Alors, inauguration du centre Elif par Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, en présence du ministre tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi, M. Nsibi. Et puis également 2 autres inaugurations, celle de l'Alliance française de Djerba et celle du nouveau lycée Victor Hugo de Djerba. Très beaux projets portés avec le soutien de l'IFT naturellement, mais portés par des initiatives locales, des promoteurs locaux qui ont rassemblé un certain nombre de bonnes volontés pour créer cette alliance française, donc qui vient agrandir le réseau. C'est la 6e alliance française créée depuis 2018 sur le territoire tunisien. Bon, il y en a 5 autres, je ne vais pas les citer ici, mais et puis donc inauguration du lycée Victor Hugo, qui s'inscrit dans le plan de développement du réseau d'enseignement français en Tunisie. Vous savez que nous avons beaucoup développé ce réseau grâce à des partenariats avec un certain nombre d'établissements privés homologués par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ce qui nous permet aujourd'hui de scolariser dans notre réseau environ... On était à une dizaine de milliers d'élèves en 2018. Nous scolarisons aujourd'hui dans ce réseau à peu près le double, enfin 18 000 élèves, avec l'objectif de progresser encore au cours des prochaines années. Et ce lycée Victor Hugo de Djerba est donc le dernier, je dirais, le dernier né de ce réseau. Oui, c'est bien. Donc bon, on parle de Djerba parce que là c'est l'événement, c'est là où tout se passe. Donc on imagine. Donc très belle séquence bilatérale. Et donc aujourd'hui, vous, dans le cadre de l'Alliance, oui, allez-y, monsieur l'ambassadeur. Juste encore un mot. Ouais. Je voudrais dire quelques mots aussi de la participation. On a succès politique, je l'ai dit, succès du point de vue de la relation bilatérale tuniso-française ou franco-tunisienne, succès populaire aussi. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au village, c'était formidable de voir toute cette population, notamment de jeunes, venir visiter le village. Et j'ai eu le plaisir moi-même de m'y rendre, de visiter le très beau pavillon tunisien. Et puis nous aussi, nous avions un très beau pavillon et nous avons, pendant cette dizaine de jours, organisé toute une série d'événements. Et je tiens à féliciter les équipes de l'Institut français qui ont fait un travail absolument remarquable pour animer le pavillon français et avoir une programmation extrêmement riche sous forme de débats, de concerts, de rencontres. Voilà. Donc il y avait ce côté festif. Il y avait ce côté, qui a accompagné le sommet de la francophonie, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres sommets, où il y a des tensions politiques, notamment quand il s'agit de prendre de grandes décisions. Mais là, ce qui a accompagné le sommet, donc c'est cette ambiance-là. Tout à fait. Le sommet de la francophonie, ce n'est pas simplement une rencontre et discussion à huis clos entre chefs d'État et de gouvernement, mais la population, la société civile y est associée à travers notamment l'organisation de ces villages de la francophonie. Et puis dernier point, le forum aussi des affaires, donc qui a permis de rassembler milieux opérateurs économiques venus de l'ensemble des pays francophones. Très beau sommet, avec là encore une très belle participation française. Le président du MEDEF, M. Geoffroy Roux de Bézieux, était là. Et nous avions une centaine d'entrepreneurs français ou de représentants d'entreprises françaises qui étaient présents.
et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion d'un événement organisé par Business France. Donc on voit bien que le sommet de la francophonie dépasse le cadre du partage de la langue, comme on l'a dit au début de notre entretien, dépasse le cadre de l'échange, des échanges culturels, mais aujourd'hui, donc, c'est à plusieurs niveaux, plusieurs strates de relations entre les 88 pays qui font l'OIF, mais aussi la France. Donc, et là, c'est peut-être le tournant de la francophonie. En tout cas, vous avez raison, les sommets de la francophonie, enfin, l'OIF, c'est pas simplement une institution qui a vocation à promouvoir la langue française, bien entendu, c'est son cœur de métier. D'ailleurs, il y a une déclaration très importante sur la langue française qui a été adoptée à Gerba, qui fixe un certain nombre d'engagements en matière d'enseignement, de promotion et de diffusion du français, avec encore une fois des engagements précis et des indicateurs de suivi. Voilà, donc ça, mais la francophonie, ça n'est pas que ça. C'est aussi un espace politique, je l'ai dit, un lieu où on discute entre pays du Nord, du Sud, de différents continents, des grands problèmes du monde contemporain. Et puis c'est aussi un espace économique à travers l'organisation de ces forums qui visent à développer les courants d'échange, d'affaires entre pays francophones. Le président français a réitéré le soutien de la France à la Tunisie, aux Tunisiens, et à chaque fois, il a même parlé de sa relation avec le président Kais Saied. Il a dit c'est un ami. Donc ça, c'était important qu'il le rappelle dans le cadre de ce sommet, le président Macron. C'est important qu'il le rappelle à chaque fois. Je pense que le président Macron a toujours exprimé la très forte sympathie qu'il éprouve pour la Tunisie et pour le peuple tunisien. Il a toujours exprimé de façon très claire la volonté de la France de soutenir la Tunisie, les Tunisiens, en particulier dans les temps difficiles qu'ils affrontent actuellement. C'était peut-être une réponse à un certain positionnement de certains médias français. Vous savez, toute la polémique qu'il y a eu autour d'une image qui est sortie sur une chaîne privée française, mais où les gens n'ont pas apprécié cette image. Mais on va dire que c'est une chaîne privée de toute façon. Il y a toujours des gens qui cherchent à créer la polémique là où elle n'a pas lieu. Donc je pense que le mieux, c'est de ne Donc pas... la déclaration d'Emmanuel Macron était la meilleure. Il ne faut pas prêter trop d'importance à ces choses-là. Par contre, les Tunisiens prêtent une très grande importance au problème des visas. Vous en avez déjà parlé à chaque sortie dans les médias. La question revient. Nous souhaitons favoriser autant que possible la mobilité entre la France et la Tunisie. Et nous le faisons, alors qu'il y ait de temps en temps des accidents de parcours. Mais encore une fois, je rappelle les chiffres. Poste de Tunis, le consulat général de France à Tunis est le 4e au monde pour la délivrance de visas des Tunisiens. 70% des visas Schengen délivrés en Tunisie par la France, 70% des visas Schengen délivrés en Tunisie le sont par le consulat général de France à Tunis, et 75% des demandes de visas présentées au consulat général de France donnent lieu à la délivrance d'un visa. Alors après, il y a des problèmes. D'abord, il y a un problème de délai que nous sommes en train d'essayer de résoudre. Et puis, de temps en temps, il peut y avoir, vous savez, les hommes ne sont pas des machines. Ce sont des hommes qui instruisent et des femmes qui instruisent les dossiers de demande de visa. Il peut de temps en temps qu'il y ait des erreurs. Le problème, c'est quand il y a une erreur, ça se retrouve immédiatement, la personne, à juste titre, qui est victime de cette erreur, se répand immédiatement dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Alors que les 75 000 personnes tunisiennes qui ont eu un visa français depuis le début de l'année ne se plaignent pas, évidemment. Donc voilà, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, et je pense que tout ceci demande à être examiné de façon peut-être un peu plus sereine et plus objective. Ce qui va être examiné également dans les prochains jours, c'est le problème de l'immigration, notamment à la réunion des ministres de l'Intérieur de l'Europe. Et donc là, est-ce qu'on s'attend à une nouvelle politique là, on sort un petit peu du cas de la francophonie, monsieur l'ambassadeur, je me permets, puisque vous êtes mon invité ce matin. Donc, sur les problèmes de l'immigration, notamment, vous voyez, avec tous les problèmes qui se passent au niveau de la Méditerranée, avec le dernier problème du navire Ocean Viking. Il y a des problèmes. Les ministres doivent en débattre, essayer de trouver des solutions communes pour éviter que des drames qu'on a pu connaître récemment ne se reproduisent. Maintenant, je n'ai pas plus d'informations sur une initiative quelconque, ce que pourrait être le résultat de ces discussions. Je crois qu'il est important d'attendre. Donc on attend le résultat. Mais est-ce qu'on ne va pas attendre aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien. Où est-ce que vous allez être aujourd'hui à 14h, monsieur l'ambassadeur ?
Alors à 14 heures, je serai au restaurant malheureusement. Mais non, mais non, j'ai une obligation professionnelle que j'avais prise de longue date. Donc je ne verrai pas la première mi-temps, mais j'essaierai de voir la deuxième mi-temps dans mon bureau. Voilà. Donc 14 heures, deuxième mi-temps, vous allez regarder Tunisie-Danemark. Et mon cœur sera du côté de la Tunisie. Donc, ce soir, évidemment, c'est pas la peine de le dire, mon cœur sera du côté de la France. Voilà. Vous avez fait des prévisions le 3 octobre ou le 5 octobre, vous étiez à l'invité de mon collègue Lies Raib, vous avez prédit un 2-2 Tunisie-France. Vous en restez là? Oui. Bon, écoutez, c'est pas simplement une réponse. Bon, je ne suis pas capable de faire un pronostic. C'est sur un match, tout peut se passer. Donc le cœur sera tunisien. Le seul pronostic un petit peu raisonnable qu'on puisse faire, c'est ces matchs nuls. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que la France et la Tunisie sortent des qualifications et soient au deuxième tour et aillent le plus loin possible dans cette compétition. Donc le cœur sera tunisien 14h et bien évidemment ça on peut évidemment français à 21h. Voilà, exactement. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur, monsieur André Parent, ambassadeur de France en Tunisie, d'avoir été mon invité à la matinale aujourd'hui. Merci beaucoup Myriam Belkadi. Merci. Bonne journée.